Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui va concerner les thèmes de la justice et du droit. Ces cours sont destinés donc en priorité aux élèves des séries générales, à savoir Terminal S, Terminal ES et Terminal L. Je précise à titre personnel que ce sont des cours auxquels je tiens beaucoup puisque je trouve la question extrêmement intéressante. Je précise aussi que ce sont des cours qui sont difficiles. Je vais donc tâcher d'être le plus clair possible dans la série de ces vidéos. Je vais commencer par un bref rappel, en introduction, de ce que l'on avait fait jusqu'à présent. Donc, nous avons vu que la vie en société était paradoxale. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Un paradoxe, si l'on reprend la définition d'Aristote, c'est l'affirmation simultanée de deux thèses contradictoires. Donc, il y a un paradoxe dans la vie en société, et comment peut se formuler ce paradoxe? Eh bien, c'est tout simplement que la vie en société est à la fois inévitable et nécessaire d'un côté, et que d'un autre côté, elle est rendue difficile par la violence des rapports humains. Le paradoxe réside donc dans cette opposition entre une vie en société qui est nécessaire d'un côté, et de l'autre qui est rendue quasi impossible par cette violence. On en avait tiré une conclusion, et cette conclusion c'était qu'il fallait instaurer une contrainte qui force les individus à obéir à l'intérêt collectif plutôt qu'à leurs désirs individuels. Et cette contrainte, nous lui avions donné un nom, puisqu'elle s'appelle la loi. Or, cette conclusion posait un problème, puisque cette loi devait être considérée comme juste. Il faut à présent examiner donc le sens de cette notion, et vous voyez qu'il y a une transition qui est insensible entre le thème de la vie en société et le thème de la justice. C'est-à-dire, lorsqu'on s'interroge sur les vies en société, il est inévitable de s'interroger sur la question de la justice. Je vais commencer donc, toujours dans cette introduction, en mettant par une mise au point sur les termes. Je vous rappelle qu'en philo, il est très important de savoir de quoi l'on parle. Et on pose la question donc ici, qu'appelle-t-on justice ? Tout d'abord, le terme désigne une institution. Il s'agit du pouvoir judiciaire exercé par les magistrats. Je rappelle qu'une institution est une fonction sociale. Il y a beaucoup d'institutions dans une société. L'hôpital est une institution, l'école est une institution, la police est une institution, et la justice en est une. Donc, une institution, c'est un rôle social, une fonction sociale, c'est-à-dire une fonction collective, qui est remplie par des individus. Les individus peuvent changer, mais l'institution reste tant qu'on n'a pas décidé de la transformer ou de la modifier. Mais donc, la justice, c'est une fonction sociale. Et quelle est cette fonction? Eh bien, c'est celle qui correspond à ce que l'on appelle le pouvoir judiciaire. Je mets entre crochets qu'il faut se rappeler des trois pouvoirs dans une république, et je vais faire ce rappel. Tout d'abord, vous connaissez tous le premier pouvoir qui est le pouvoir législatif. C'est le pouvoir de faire des lois. On y reviendra bien sûr, et en France, ce pouvoir est détenu par le Parlement. Un deuxième pouvoir est le pouvoir exécutif. Une fois que la loi est établie, il faut qu'elle soit appliquée. Et donc le pouvoir d'appliquer les lois, il est détenu en France par le gouvernement. Attention à la confusion, parce que souvent, les élèves imaginent que c'est le président qui fait les lois, mais pas du tout, le président ne fait pas les lois, il est censé les appliquer. Il est censé faire en sorte que les lois soient appliquées. Et il y a un troisième pouvoir, qui est plus difficile à définir et qu'on appelle le pouvoir judiciaire. On peut dire très rapidement qu'il s'agit du pouvoir de juger. Mais de juger de quoi? Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de juger si un acte est conforme ou non à une loi. Et on voit par là qu'il est différent des deux autres pouvoirs, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Voilà donc le premier sens du mot justice, qui désigne une institution. Il ne s'agit pas du sens philosophique le plus profond. Et je le dis en deuxièmement, donc, le rôle de l'institution est aussi d'établir et de faire régner la justice. Donc, la justice doit faire régner la justice. On voit bien qu'il y a un deuxième sens. D'accord? Et quel est ce deuxième sens? J'écris que le deuxième sens du mot est à la fois plus profond et plus philosophique. On appelle juste ce qui correspond à l'idée du bien et injuste ce qui correspond à l'idée du mal. Vous voyez par là que la justice comme institution, la justice au premier sens, peut prendre des décisions qui sont justes ou des décisions qui sont injustes.
Et lorsqu'on parle de ces décisions, lorsqu'on les qualifie de justes et d'injustes, on se réfère au sens de justice, au deuxième sens du mot justice, à savoir qui correspond à l'idée du bien. Je vous demande de vous rappeler absolument de ce deuxième sens, puisque c'est celui-là que nous allons interroger, donc je répète, est juste ce qui correspond à l'idée du bien, est injuste ce qui correspond à l'idée du mal. C'est très vague, mais c'est important de se rappeler de ça. À partir du moment où on a posé ces définitions, eh bien, un problème se pose. Et ce problème, c'est que nous n'avons pas tous, apparemment, la même idée du bien et du mal. L'idée de justice est variable non seulement selon les individus, mais aussi selon les cultures. Pour l'instant, je ne donne pas d'exemple, mais vous avez tous en tête que les règles ne sont pas les mêmes partout, que les règles peuvent être même contradictoires d'un pays à une autre ou d'une culture à une autre. Le premier exemple qui vient en général dans la tête des élèves, c'est celui de la juste punition. Certains pays pratiquent la peine de mort, d'autres, comme le nôtre, l'ont abolie. Rien que de ce point de vue-là, les règles ne sont pas les mêmes, ou plutôt la conception de ce qui est juste et injuste n'est pas la même. J'enchaîne sur le texte, donc cela pose une difficulté. Pour définir une loi juste, il faut savoir si l'on peut se mettre d'accord sur l'idée de justice. Vous voyez ici que l'interrogation sur la justice est un préalable indispensable à l'interrogation sur la loi. On s'est demandé un petit peu plus haut, qu'est-ce qu'une loi juste? Eh bien, il faut à présent s'interroger sur ce que l'on appelle la justice, et la question préalable qui doit être traitée, j'en viens à la fin de la diapositive, c'est peut-on définir universellement la justice? Autrement dit, l'idée de justice est-elle universelle? Voilà la question qu'on pose aujourd'hui, et je précise que c'est un sujet possible au bac, que c'est même un grand classique du bac sur la question de la justice. Ce qui est un peu difficile, puisque cette question est extrêmement complexe. Cette question est extrêmement dure, et donc nous allons essayer de la traiter maintenant. Alors je rappelle que pour traiter une question de philosophie, il faut d'abord la comprendre. Vous êtes évalué comme si on évaluait que les filles, il va falloir que je corrige cette faute, sur la compréhension de la question. Et donc là, je vais tenter une reformulation de la question, et on peut la reformuler de plusieurs façons. La première reformulation, c'est « Avons-nous tous la même idée du bien et du mal ?» Deuxième reformulation possible, « Avons-nous tous la même conscience morale ?» sachant que la conscience morale est la conscience du bien et du mal. Je vous rappelle, pour ceux qui ont traité du thème de la conscience, notamment les élèves, que le mot conscience peut avoir plein de sens. Il peut être synonyme de pensée, il peut être synonyme d'état de veille, mais il peut aussi être synonyme de conscience morale, sachant que la conscience morale, c'est la conscience du bien et du mal, la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, la question que l'on pose, lorsque l'on demande l'idée de justice est-elle universelle, eh bien on pose la question de savoir est-ce que nous avons tous donc la même conscience morale. Pour répondre à cette question, eh bien, il y a une première thèse. Une thèse qui est spontanée. Une thèse que quasiment tout le monde a tendance à défendre, c'est que l'idée de justice est relative. Donc, qu'est-ce que ça signifie? L'idée la plus spontanée, la plus évidente en apparence, et c'est aussi l'idée du sens commun, c'est que l'idée de justice est variable selon les individus et selon les cultures. Cette idée, je l'entends tout le temps. Dès que je fais cours de philosophie et que je demande « Avons-nous tous la même conception de la justice ?» La réponse quasi universelle est « Bien sûr que non. Bien sûr que non, nous n'avons pas la même idée de la justice. » J'en ai conclu, de manière générale, que cette réponse, c'est celle du sens commun, c'est-à-dire c'est celle de tout le monde. C'est la réponse la plus spontanée. Alors maintenant, pour défendre cette première thèse, quels sont les arguments? Eh bien, on s'appuie en général sur des faits, comme j'indique dans la deuxième ligne. On observe en effet que les règles et les coutumes sont différentes selon les sociétés. Il y a des coutumes qui nous choquent, et qui ont été admises dans des cultures différentes des nôtres. Je pense notamment, et c'est tout simple, au cannibalisme et au sacrifice humain. Il y avait apparemment des sociétés pour lesquelles le cannibalisme était une idée acceptable, ou une idée admise. De la même manière, il y avait des sociétés pour lesquelles les sacrifices humains étaient une pratique donc acceptable, une pratique admise. Et ce point de vue-là, il est en un sens confirmé par l'anthropologie. Je vous rappelle que l'anthropologie est une discipline qui est née à la fin du XIXe siècle et qui consiste à
étudier les sociétés qui sont différentes des nôtres. Un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie les sociétés autres. Or, l'anthropologie, donc, et là je passe à la lecture de la diapositive, confirme cette première thèse. Cette thèse qui consiste à dire que l'idée de justice n'est pas la même selon les sociétés, puisqu'elle observe une seule règle universelle parmi toutes les sociétés humaines, la prohibition de l'inceste. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle? C'est une règle qui interdit à quiconque de se marier avec un membre de sa famille. Et je note, entre parenthèses, que la définition de la famille varie aussi selon les sociétés. Alors je précise un petit peu, finalement, l'anthropologie c'est une ressource très intéressante, très importante pour savoir quelles sont toutes les règles qu'on observe dans les cultures humaines, dans les sociétés humaines, et quand on observe toutes ces règles, on s'aperçoit qu'il y a une seule règle, qui est absolument universelle, qui n'admet aucune exception, et cette règle c'est l'interdiction de l'inceste. Mais en un sens très particulier, qu'est-ce que c'est que l'interdiction de l'inceste? C'est toujours, vous ne pouvez pas vous marier avec un membre de votre famille. Alors, la famille au sens le plus étroit, c'est père, mère, frère, sœur, oncle, tante. Mais il y a des sociétés où la famille s'étend à des gens avec qui on n'a aucun lien de sang. Par exemple, la famille peut être le clan, ou tous les gens qui vivent dans un même village. Et dans ce cas-là, il y a interdiction de se marier avec tous les membres du même village. Quoi qu'il en soit, la règle est universelle. Alors, j'illustre cette règle avec un très célèbre anthropologue français, qui est Claude Lévi-Strauss, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et pour donner une autre illustration de cette règle, je vous ai donné donc une citation de Blaise Pascal, un des très grands mathématiciens et philosophes français du XVIIe. Cette citation est la suivante: le larcin, le meurtre, l'inceste des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Que signifie cette citation? Je rappelle que dès qu'on utilise une citation dans une dissertation de philo, il faut toujours l'expliquer. Vous ne pouvez pas vous contenter de d'écrire une citation sans aucune explication, sans qu'elle soit compréhensible. Donc une citation n'a de valeur que lorsqu'elle est expliquée. Et donc, cette citation signifie que les coutumes qui nous semblent les plus condamnables et les plus barbares ont été admises et même encouragées par d'autres sociétés que les nôtres. Alors, le larcin c'est le vol, le meurtre, donc il y a des sociétés, mais pas si loin de nous, qui ont autorisé le meurtre. Si vous allez dans la France de l'Ancien Régime, le meurtre d'honneur était encouragé dans la noblesse. Si jamais un noble était offensé, il y allait de son honneur, il perdait son honneur s'il ne vengeait pas. Alors pour ce qui est de l'inceste, Pascal exagère un peu, comme nous venons de le voir, mais il y a eu des mariages entre certaines lignées de pharaons, mais ces mariages étaient justifiés par le fait que finalement les pharaons n'étaient pas tellement des hommes, ils étaient plutôt proches des dieux. Donc, vous avez cette citation-là qui vous permet d'illustrer l'idée que l'idée de justice est relative, et en définitive, cette idée que la justice est relative, elle correspond à une doctrine. Cette doctrine s'appelle le relativisme. Donc le relativisme est une doctrine philosophique qui peut se résumer ainsi. Les idées concernant le bien et le mal sont relatives à chaque culture. Elles sont valables pour l'une et pas pour l'autre. Relatif à, ça veut dire valable pour, relié à. Deuxième idée, c'est que aucune opinion dans le domaine de la justice n'est meilleure qu'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très important, que dans le domaine de la justice, toutes les opinions se valent. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les opinions sont équivalentes ou ont la même valeur. Alors attention, je mets entre parenthèses, cela ne veut surtout pas dire qu'elles sont identiques. Non. Toutes les opinions se valent, ça veut dire qu'elles ont toutes la même valeur. Et en définitive, ça revient à dire, une opinion, une coutume ou une règle n'est pas meilleure qu'une autre, et toutes les règles sont variables. Donc si on admet que l'idée de justice n'est pas universelle, on est en même temps relativiste. Je fais une petite précision, donc, le relativisme en philosophie est défendu par les sophistes. Un des très célèbres sophistes est Protagoras, donc je donne une photo ici, la photo d'un buste. Donc les sophistes étaient professeurs privés de rhétorique, c'est-à-dire professeurs d'éloquence, et orateurs dans les assemblées. Alors, je vais conclure en vous disant qu'il est très important de se rappeler des thèses du relativisme pour le bac, car une question très classique peut tomber. Peut-on dire que toutes les opinions se valent? Donc cette question fait directement référence aux idées des sophistes. Et nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo.